qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une volonté de se rapprocher de l'Union européenne, mais que la Moldavie, les Moldaves, ne souhaitent pas se rapprocher de l'OTAN. Chers amis de Dessous des cartes, cette semaine, dans la leçon de géopolitique, on prend la direction de la Moldavie à l'approche d'élections majeures pour ce petit pays tiraillé entre monde européen et monde russe, qui vit aux portes, bien sûr, de la guerre en Ukraine. La Moldavie, on en parle avec vous. Florent Parmentier, bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le secrétaire général du CEVIPOF, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, et vous avez publié La Moldavie à la croisée des mondes, un livre coécrit avec Josette Durieux, et c'était aux éditions Non-Lieu en 2019. Alors, première question tout d'abord, Florent, est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser une sorte de portrait robot géographique de la Moldavie, avec un coup de zoom, bien sûr, j'imagine, sur une région clé, la Transnistrie? Si on devait définir rapidement la Moldavie, je dirais d'abord que c'est un État récent, un État qui est né en 1991 des suites de l'effondrement de l'Union soviétique. Et à ce titre, la Moldavie aujourd'hui, si on la cherche sur une carte, on la trouvera enclavée entre la Roumanie à l'ouest et l'Ukraine à l'est. Une fois qu'on a dit ça, il faut observer également que c'est un État d'une taille moyenne, qui est comparable à peu près à la superficie de la Belgique et dont la population, 2,6 millions d'habitants aujourd'hui intramuros en quelque sorte, correspondra à la population de Paris intramuros. Une manière de décrire peut-être la Moldavie, c'est d'observer qu'elle se situe dans une sorte de point d'équilibre pour les Européens entre trois Roms. La première Rome, naturellement, c'est la latinité qui caractérise les Moldaves qui sont de langue roumaine. Le deuxième Rome, en quelque sorte, c'est Constantinople. Et de ce point de vue-là, la très grande majorité des Moldaves sont orthodoxes. Et puis de la troisième Rome, c'est finalement l'Empire russe qui a servi de matrice à la création de cet espace. Cet espace moldave, par ailleurs, est morcelé. Il est morcelé parce qu'on trouve à la fois des minorités qui s'incarnent notamment dans le sud du pays, en Gagaouzie, et puis il y a une partie du territoire qui est séparatiste. La Transnistrie, au-delà du Dniestre, donc tout ce qui est entre le Dniestre, qui est ce fleuve, et l'Ukraine, se trouve aujourd'hui être une zone de facto indépendante, de jure de droit, faisant partie de la Moldavie. Et donc, aujourd'hui, c'est clairement en fait l'une des questions que se pose en Europe, qui est de savoir comment arrimer cet État moldave auprès de l'Union européenne dans un environnement régional qui lui est extrêmement compliqué. Oui, pour qu'on comprenne bien, cette Transnistrie séparatiste, elle a pour conséquence que, au fond, l'armée russe est déjà d'une certaine manière à l'intérieur de la Moldavie. En effet, depuis l'indépendance, l'armée russe est toujours présente en Moldavie. Il y a deux incidences. La première, c'est que si on regarde le conflit tel qu'il s'est passé, c'est-à-dire essentiellement dans l'année 1992, entre janvier 1992 et puis un cessez-le-feu qui a eu lieu le 21 juillet 1992, il y a eu une série d'affrontements à l'époque, et depuis, ce conflit n'est pas résolu. On parle parfois de conflit gelé, pour employer cette métaphore. L'autre élément à retenir, c'est un élément certainement à développer, c'est que la Moldavie a adopté dans sa constitution de 1994 un statut de neutralité, ce qui dit à la fois qu'elle ne peut pas faire partie d'alliances militaires, mais ça dit également que les troupes étrangères sur le sol devraient être amenées à quitter le territoire, chose qui n'a pas été faite finalement depuis le cessez-le-feu de 1992. Expliquez-nous maintenant pourquoi la Moldavie, ce petit pays qui n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, est devenu stratégique particulièrement depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Le premier élément, c'est qu'effectivement, quand on regarde la guerre en Ukraine, la Moldavie se trouve aux avant-postes. Elle se trouve aux avant-postes puisque dès les premiers jours des combats, dès fin février 2022, un grand nombre d'Ukrainiens sont passés par le territoire moldave pour être ensuite allés vers l'Union européenne. Ces réfugiés, pour certains, sont revenus en Ukraine, pour d'autres sont restés au sein de l'Union européenne, la Moldavie n'ayant été qu'un passage. Et puis, il y a également le fait qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 110 000 Ukrainiens qui sont présents en Moldavie, pour une population, il faut le rappeler, 2,6 millions d'habitants, c'est-à-dire un nombre relativement important aujourd'hui. Une fois qu'on a ces éléments-là, la Moldavie n'est pas partie prenante de ce conflit. Elle n'est pas partie prenante parce que militairement, depuis 1992, les dépenses militaires n'ont jamais été une priorité d'aucun gouvernement moldave. Néanmoins,
c'est un lieu à la fois d'observation, et puis c'est un lieu où les Européens craignent, en quelque sorte, eh bien, les risques de dérapage ou d'extension du conflit. Donc ce rôle d'avant-poste de la Moldavie dans cet environnement-là est à noter. Le second élément qui paraît essentiel, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la carte de l'Union européenne, l'une des questions essentielles pour la politique européenne aujourd'hui est celle de l'élargissement. Or, on peut observer que la Moldavie se trouve dans une place très particulière. Si on compare avec les États des Balkans, la Moldavie a eu beaucoup plus tardivement une promesse d'élargissement. Cette promesse, finalement, elle est née en quelque sorte des conséquences politiques du conflit en Ukraine. En janvier 2022, au début de la présidence française de l'Union européenne, la possibilité pour la Moldavie d'être candidate ou d'être reconnue comme candidate à l'Union européenne était évaluée avec beaucoup de scepticisme. En juin 2022, c'est devenu une évidence. Donc il y a là-dessus un effet. Et si on regarde cet effet-là, il y a certainement moins de fatigue de l'élargissement en Moldavie du côté européen par rapport aux États des Balkans, mais si on compare avec les États du partenariat oriental. Alors, qu'est-ce que c'est le partenariat oriental? C'est cette politique de l'Union européenne qui a été faite pour arrimer à l'Europe des États qui se trouvaient entre l'Union européenne et la Russie. On se retrouve dans une situation très particulière pour la Moldavie. La Biélorussie est sous emprise. L'Ukraine est en guerre. Dans les trois États du Caucase du Sud, vous avez à la fois la situation de la Géorgie. La Géorgie, en quelque sorte, a un gouvernement qui a tourné le dos aux Européens. Et puis, vous avez deux États qui vont peut-être aller vers la paix, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais dont on sent bien que les discussions aujourd'hui ne passent pas par Bruxelles, mais passent par Washington. Autrement dit, des 6 États du partenariat oriental, c'est la Moldavie qui est probablement en tête pour se rapprocher plus rapidement de l'Union européenne, et cela, en quelque sorte, comme l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Alors si j'ai bien compris, il y a aujourd'hui au fond 2 personnages clés pour ces élections en Moldavie du 28 septembre prochain. D'un côté Maia Sandu et de l'autre Igor Dodon. Est-ce que vous pouvez nous parler de chacun d'entre eux, en commençant sans doute par la dirigeante sortante réélue en 2024? Maia Sandu a été probablement la présidente qui a eu le plus d'influence sur le cours politique et géopolitique du pays depuis l'indépendance. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand elle est élue à la présidence en 2020, elle est rapidement amenée finalement à suivre et à partager un message, qui est celui selon lequel nous allons construire l'Union européenne en Moldavie et nous rapprocher de l'Union européenne, avec beaucoup plus de résolution que ses prédécesseurs. C'était son ambition, qui a pu être confirmée par une victoire aux élections législatives de juillet 2021. À partir du moment où on a eu cette possibilité-là, eh bien de pouvoir appuyer politiquement ses ambitions géopolitiques, elle a été en mesure, après 2022, de nourrir ce rapprochement et de l'anticiper, de l'amplifier. En juin 2023, la Moldavie accueille la communauté politique européenne. Elle a encore été invitée récemment, le 9 septembre dernier, au Parlement européen, dans lequel elle a pu faire un véritable plaidoyer en disant, eh bien, si la démocratie n'est pas en sécurité en Moldavie, alors elle ne sera pas nulle part en sécurité en Europe. Du côté de l'opposition, on va dire un mot de l'ancien président Igor Dodon. Igor Dodon a été un membre du Parti des communistes, ça a été plutôt un ministre réformateur dans les années 2000, et puis dans les années 2010, il a progressivement, finalement, il s'est rapproché considérablement de Moscou. Dans ce rapprochement, l'ancien président Igor Dodon, président de 2016 à 2020, c'est le prédécesseur de Maia Sandu, eh bien, sa grande orientation consiste à dire voter pour le parti que je vais représenter, le bloc électoral que je représente, le bloc des patriotes, parce que si vous ne le faites pas, il y a un risque que l'Union européenne nous entraîne dans une guerre avec la Russie au sujet de l'Ukraine. Et donc, il y a à la fois un message très fort de ce point de vue, une interprétation de la situation qui est extrêmement différente. Et donc, il est vrai que l'on peut dire que l'opposition qu'on retrouve de part et d'autre et pour lesquels les enjeux géopolitiques finalement irriguent l'ensemble des discours politiques, eh bien, on a véritablement 2 futurs qui se font face. Donc une élection et un futur très polarisé, très clivé, très clivant. On a bien compris que Maia Sandu tente d'ancrer le plus possible la Moldavie dans l'espace européen, dans les valeurs européennes. En parallèle, on note une forte présence russe dans cette campagne électorale, sur le plan informationnel notamment. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Je pense qu'un élément à garder en tête tout d'abord, c'est le fait que la Russie n'a vraiment jamais véritablement quitté le pays. Depuis l'indépendance,
l'un des grands jeux de Moscou consiste non pas à faire en sorte que ce territoire séparatiste pro-russe, la Transnistrie, devienne indépendant, car aujourd'hui ça n'aurait pas de sens d'être trouvé entre la Moldavie et l'Ukraine, d'avoir cette enclave russe, mais plutôt de faire en sorte de s'appuyer sur la Transnistrie pour essayer de garder un pouvoir sur l'ensemble de la République de Moldavie. Une fois qu'on a ces éléments-là en tête, il faut rappeler que la Moldavie a eu de nombreuses vulnérabilités vis-à-vis de la Russie. Ces vulnérabilités, ça a été les partis politiques, ça a été le fait de dépendre de l'énergie russe, ça a été de dépendre finalement d'un certain nombre de facteurs. Il y avait une présence russe économique, informationnelle qui était importante. Ce qu'a montré la campagne électorale actuelle, c'est très certainement eh bien que sur un certain nombre de plans, la Moldavie a été confortée par ses partenaires européens et donc moins vulnérable sur un certain nombre de dossiers, comme par exemple sur le dossier de l'énergie. En revanche, en matière informationnelle, il y a eu de nombreux exemples de désinformation qui a pu frapper la Moldavie. Quels sont ces exemples de désinformation? Eh bien, par exemple, le jour de la visite de messieurs Macron, Merz et Tusk, des informations avaient circulé sur les réseaux sociaux, notamment russophones, et qui essayaient d'expliquer tout simplement que si Maia Sandu gagnait cette élection législative, elle serait en mesure de contribuer à cette coalition des volontaires qui essaie de mettre en place le président Macron. Cette menace de devoir envoyer des Moldaves sur le front ukrainien qui relève aujourd'hui, au moment où nous parlons, de ce que l'on peut appeler une fake news. Deux dernières questions pour conclure cet entretien, Florent. D'abord, un élément important pour bien comprendre la Moldavie. Les Moldaves semblent majoritairement très enthousiastes à l'idée d'intégrer l'Union européenne, mais en revanche très hostiles à l'idée, à la perspective d'une intégration à l'OTAN. Il faudrait nous expliquer cela. Et deux, si j'ai bien compris, au fond, on ne parle pas tant de géopolitique que cela dans cette élection. On parle davantage sujets économiques et sociétaux. La Moldavie est depuis sa constitution de 1994 un État neutre, et donc ce qui a irrigué la vie politique moldave, c'est cette idée selon laquelle, eh bien, militairement, il sera très compliqué, voire impossible de reprendre la Transnistrie, et par conséquent, le choix le plus raisonnable est de trouver une solution politique au conflit de la Transnistrie. C'est, en tout cas, un fait largement partagé au sein des élites politiques. Mais l'opinion publique, elle-même, n'est effectivement pas très favorable à l'OTAN. On estime, selon les sondages, selon les sources, que entre 20 et 30% seulement de la population serait favorable à une adhésion à l'OTAN. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une volonté de se rapprocher de l'Union européenne, mais que la Moldavie, les Moldaves, ne souhaitent pas se rapprocher de l'OTAN. Une fois qu'on a dit ça, des élections législatives, c'est aussi là pour vérifier si eh bien, les résultats économiques, sociaux, si finalement sur un ensemble de sujets, les Moldaves ont pu obtenir satisfaction et font de nouveau confiance à l'équipe qui a mené le pays ces 4 dernières années. Si l'on regarde les principales sources de préoccupation de la part de l'opinion publique moldave, très souvent, on va tomber sur des questions qui relèvent plutôt des questions économiques. Si on regarde de près les questions liées à la corruption, à la pauvreté, au bas salaire, sont parmi les sujets les plus importants. Donc il y a à la fois un jeu politique qui va consister à géopolitiser cet enjeu, et j'allais dire, du côté de Maia Sandu comme du côté d'Igor Dodon, on veut faire de cette élection une élection géopolitique. Et puis il y a au milieu de cela, finalement, des partis politiques qui se disent à la fois proches de l'Union européenne, mais souhaitent ne pas non plus aliéner la Russie, qui, eux, ont essayé de faire vivre d'autres sujets. Ce qui rend cette élection d'autant plus importante et intéressante, c'est qu'effectivement, il y a une part d'inconnu dans les résultats qui sortiront des urnes. Et donc ces élections, elles ont lieu le 28 septembre prochain. Il s'agit donc de départager, on l'aura bien compris, une europhile, Maia Sandu, et l'ancien président de la Moldavie, Monsieur Dodon, qui a dirigé la Moldavie entre 2016 et 2020 et dont je tiens à préciser qu'il est par ailleurs un fan de Donald Trump. Merci infiniment, Florent Parmentier, de nous avoir éclairé sur ce scrutin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CEVIPOF, chercheur associé au Centre de géopolitique d'HEC et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Je renvoie également à votre livre « La Moldavie à la croisée des mondes », coécrit avec Josette Durieux et publié aux éditions Non-Lieu. C'était en 2019. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez l'ensemble de nos vidéos sur arte.tv, sur YouTube et sur Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À la semaine prochaine.